On poursuit cette émission en parlant du secteur du luxe. C'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine mutation. On a l'impression que c'est un peu un grand fleuve tranquille. Et puis en fait, quand on soulève un peu le capot, il se passe plein de choses. Et pour en parler, j'ai invité Yves Anania. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur du cabinet de conseil Lighthouse, spécialisé en stratégie et développement de marque. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont le plus récent est celui-ci. Le luxe contre-attaque, c'est aux éditions Dunod. Alors c'est vrai que Yves, moi je me disais, ce secteur-là, on a l'impression qu'il ne connaît pas du tout la crise. Les résultats des géants français l'année dernière, hausse significative, 14% de hausse pour Kering, 17% pour LVMH, 38% pour Hermès. Est-ce que ce constat est valable pour l'ensemble du secteur à travers le monde? Parce que nous, on focalise évidemment sur nos champions nationaux. Oui. Ou est-ce qu'il y a des disparités? Alors, il y a déjà Merci Aurélie de m'accueillir pour parler de ce sujet qui, évidemment, me passionne et passionne probablement certains de vos auditeurs. Alors, en fait, c'est plus subtil que ça. D'abord, le secteur du luxe a connu une grande crise, très forte. Et même des groupes comme LVMH ont eu un moment de solitude. Au moment de la crise Covid. Pendant la crise Covid, c'est-à-dire 90% de leurs magasins ont été fermés. À ce moment-là, vous avez plusieurs façons de réagir. Et ça va répondre à votre question. C'est que d'une part, ou bien vous vous recroquevillez, et vous ne faites rien, ou bien, et c'est un peu le titre du livre, vous contre-attaquez. Alors, donc si vous regardez le rebond, et certains ont parlé de résilience, pour moi, c'est pas une résilience, c'est même pas une résistance, c'est une contre-attaque, voire une attaque. Pour la première fois, les groupes ont été confrontés à une situation unique. Même la Première et la Seconde Guerre mondiale n'avaient pas fermé les boutiques. Donc vous aviez trois types de... Même en France, hein, avant de regarder à travers le monde, si vous regardez la réaction des maisons, on les appelle maisons, ou des groupes, vous aviez trois réactions. Et trois typologies d'acteurs. Ceux qui étaient équipés et qui ont effectivement profité presque d'une nouvelle situation et de nouvelles données pour... avec beaucoup d'agilité et de créativité et d'innovation, prendre le dessus d'une situation improbable, ceux qui n'étaient pas équipés, et là, c'était pas évident, et là, peut-être qu'on parlait de résistance, puisque je sais que vous voulez aborder la transformation digitale, la seconde main, etc., et je pense que c'est des sujets très intéressants, et puis ceux qui vont malheureusement disparaître pendant les crises, qui tendent les situations, et qui mettent en fait à dure épreuve, les personnes qui n'ont peut-être pas anticipé un certain nombre de tendances. Mais justement, allons-y sur cette transformation digitale, parce que c'est quand même quelque chose, enfin, moi qui suis l'actualité économique depuis longtemps, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup entendu en disant le luxe n'est pas fait pour le digital. Et effectivement, je pense qu'ils étaient peut-être en retard par rapport à d'autres secteurs. Et là, ça y est, on a l'impression que c'est enclenché cette fois. Effectivement. Alors, avec nuance, une fois de plus, vous avez en fait ceux qui avaient anticipé, même pas anticipé, qui avaient pris le digital, on en parle depuis 25 ans. Moi, je faisais partie d'une agence à l'époque qui s'appelle Fullfix. Oui, très bonne agence. Et voilà, et qui, c'était il y a 20 ans. Et Business Interactive qui s'est revendu à Publicis sous le nom de Digitas, c'était il y a pas mal de temps. Donc vous pensez bien qu'un certain nombre de groupes avaient déjà procéder à leur digitalisation. Donc c'est pas la révolution, c'est l'accélération pour la plupart. Oui, mais on disait toujours le luxe c'est compliqué parce qu'il y a des histoires de traçabilité, de choses d'authenticité. Oui, mais alors justement, avec toutes les nouvelles technologies, Aurélie, vous avez la possibilité. Mais oui, on y arrive. Donc on va avoir beaucoup plus de traçabilité. Qui est pour d'ailleurs pour le luxe très important puisque ça évite la fraude qui est un vrai sujet dans le domaine du luxe et de la mode. Donc alors sur la transformation, moi j'appelle une accélération digitale. Là encore, vous aviez une partie des acteurs qui avaient tout à fait enclenché et depuis des longues années la stratégie, enfin la transformation digitale, et là ils ont continué dans la voie de se transformer. Et comme vous le savez, la transformation digitale, qui est un très large sujet, ça peut être à la fois la gestion des clients, c'est ce qu'on connaît, c'est la vente par le e-commerce, c'est également la relation effectivement par les différents réseaux, mais c'est aussi la gestion, c'est ce qu'on appelle le back-office. La transformation digitale, c'est comment vous opérez, comment vous gérez vos produits, vos stocks, avec quel suivi, etc.
Voilà, pour la transformation digitale. Alors, sur l'autre sujet qui, comme vous le disiez, m'intéresse aussi, c'est la seconde main. Parce que là aussi, on a dit, mais la seconde main, pour les mêmes raisons d'ailleurs que pour la transition digitale, ça va être compliqué pour les marques de luxe. Est-ce qu'elles ont intérêt, ne serait-ce qu'en termes d'image? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Alors, si on fait un parallèle avec le e-commerce, puisque que vous faisiez référence au fait que les marques y sont allées à reculons. Oui, parce que je réponds un peu aussi au fait que les marques ont peut-être réagi plus lentement qu'ils auraient pu le faire. Et ce qui m'amènera à conseiller aux marques d'aller plus rapidement sur le re-commerce. C'est-à-dire que le re-commerce devrait intégrer, aujourd'hui il est principalement fait sur des plateformes. Mais des sites tiers, c'est ce que j'allais vous dire. Exactement. Vestiaire collective, pour le luxe. Je ne parle pas de Vinted qui est très bien, mais qui est un autre domaine. Mais vous avez également The Real et j'en passe. Et vous voyez d'ailleurs que la plupart des initiatives, si on parle d'initiatives et d'exemples, Burberry, Chanel reprise, je crois, Louis Vuitton, pour la plupart, sont en partenariat avec ces grands sites qui ont une force de frappe beaucoup plus importante. Mais vous avez aussi des plus petites marques comme Isabelle Marant, comme même Jacadi, comme Weston, qui vont faire appel à des plus petits acteurs, start-up, qui vont leur gérer cette partie-là. Moi, ce que je dis aux marques, c'est que il faut évidemment trouver le modèle économique et qu'aujourd'hui, le modèle économique n'a pas été encore craqué, n'a pas été encore solutionné. Et c'est pour ça que les marques y vont d'une façon prudente, tout simplement parce qu'ils ne gagnent pas vraiment d'argent. Ça peut aussi cannibaliser leur vente, ce qui n'est pas un vrai sujet, parce que la seconde main répond à tellement de tendances et envoie des signaux tellement positifs que les marques ont intérêt à embrasser ce nouveau mode à la fois de consommation et de vente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi rallier ce qui est le luxe, puisqu'on vend des pièces uniques, elles sont uniques en leur genre. Et d'ailleurs, si vous regardez Gucci, ce qu'ils avaient fait avec Gucci Vault, c'était des pièces uniques qu'il fallait chercher. Et c'est ce que recherchent certains acheteurs du luxe, c'est d'aller dans les archives ou en tout cas dans les stocks anciens qui ont une histoire, parce que pour certains, ils peuvent avoir été portés par des gens, forcément, voire des personnalités, c'est rare. Mais en tout cas, il y a un vrai marché, une vraie appétence pour ce seconde main. Et donc, le mot d'ordre, pour la plupart des acteurs du luxe et de la mode aussi, surtout, c'est de tester des modèles, d'agir pas simplement sur la seconde main, c'est-à-dire la revente de pièces qui ont été alors pour la plupart soit recyclées, soit revendues, mais il y a aussi d'autres tendances comme le upcycling, où certaines marques prennent des chutes de tissus ou d'autres vêtements et en font des très belles pièces qui se vendent parfois d'ailleurs plus cher que la pièce originale. En tout cas, elles ont amorcé ce virage, comme à peu près tous les secteurs aujourd'hui, d'une conception plus responsable de leur business aujourd'hui. Et on les voit beaucoup, je trouve, communiquer sur aussi tout ce qui est inclusion. Oui. À quels enjeux ça répond, cette communication-là? Alors, je pense que ça répond simplement que les marques de luxe sont soit précurseurs des tendances, soit dans les tendances. Donc, l'inclusivité, alors il y a une petite subtilité. En ce moment, je travaille avec Yann Bucaille, le Café Joyeux. Oui, on est loin du... Alors, on est loin du luxe et pas, parce que, si vous voulez, c'est du très bon café. C'est un environnement incroyable. Ils ont développé une identité très bonne, très forte. Leur mission, les mettre sur une autre planète, parce qu'il y a très peu de marques. Même j'ai questionné ChatGPT sur le sujet, ils m'en ont trouvé quelques-unes, mais pas encore déployées. D'accord. Et quand vous parlez d'inclusivité, d'inclusion, c'est un modèle incroyable qu'on pourrait apporter probablement dans le domaine du luxe. Peut-être que Café Joyeux, demain, ce sera le Hermès du luxe. Alors, dans un certain domaine, peut-être pas que le café d'ailleurs, on ne sait jamais, une marque comme Café Joyeux pourrait irriguer d'autres sur le principe, puisque Café Joyeux dépasse Café Joyeux. C'est offrir à des gens complètement exclus la possibilité de travailler. Donc on dépasse le café.
Et de la même façon, je suis sûr que si vous regardez de plus près, la plupart des marques emploient un certain nombre de personnes, soit hors champ, soit hors jeu, etc. Et probablement des marques à mission comme Café Joyeux, j'en fais pas un plat, mais je trouve très inspirant ce modèle, c'est que vous pouvez montrer la voie. Et je rebondis avec le luxe, qui peut montrer aussi la voie sur certaines tendances. Parce qu'à la limite, ils ont plus de moyens et de marge de manœuvre pour montrer la voie sur l'inclusion, sur la responsabilité des groupes, sur toute la chaîne de valeur et bien d'autres sujets sur cette partie-là. Et alors, une petite subtilité aussi sur l'inclusivité ou l'inclusion, c'est qu'en fonction des cultures, et notamment aux États-Unis, l'inclusion ne veut pas dire la même chose. On est plus sur les minorités. Sur, vous en avez entendu parler, du wokisme, donc plus des genres et des... Enfin voilà, on est plus sur les genres, etc. Donc ce qui est très intéressant parce que toujours cette enseigne va bientôt, prochainement, déployer à travers le monde. Donc ce sera intéressant de voir comment ils s'adaptent, entre guillemets. Et comment, oui, et comment vous savez, Louis Vuitton maintenant se dit est une marque culturelle, ce qui est très intéressant. Parce qu'elle véhicule une certaine vision de la vie et surtout une culture du savoir-faire, culture du savoir-vivre probablement, etc. Et donc, c'est toujours très important pour les marques, de luxe ou pas, de s'adapter aux différentes cultures du monde entier. Pour revenir sur le côté responsable et transition écologique, on sait que le luxe, mais la mode en général, est très challengée sur ce sujet. Et en même temps, j'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir qu'il y avait des choses qui parfois me semblaient un peu contradictoires. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Notamment, il y a beaucoup d'incursions de ces marques-là sur des enjeux de métaverse ou de NFT, qui sont, on le sait, des technologies très polluantes sur des objets qu'on n'a même pas physiquement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une certaine ambivalence de la part des marques de luxe ? Alors, il y a beaucoup d'ambivalence dans beaucoup de choses. On pourra parler même de l'ambivalence des consommateurs du luxe, avec les jeunes, qu'on adore, puisque ce sont en partie nos enfants, pour moi. En attendant, sur les NFT, le métaverse, on n'est pas aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul. C'est-à-dire que c'est trop facile d'opposer tout de suite. Alors, je ne vais pas vous dire c'est un coup des médias, mais j'en veux un peu. On a le dollar, vous savez. Parfois, il y a des zooms et ça manque de perspective. Et merci de me donner l'occasion d'en donner un petit peu sur ce sujet-là. Allez-y. Donc, le métaverse, on ne sait pas très bien pour l'instant ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il y aura il y aura de nombreuses utilisations très intéressantes à faire du métaverse. Peut-être d'éviter de voyager davantage. On pourra visiter des musées dans des conditions incroyables. Il faut donner le temps au temps. Donc, il y aura des vertus au métaverse. Après, comment les uns et les autres vont utiliser le métaverse pour faire connaître leurs collections, pour faire connaître les artisans qui sont derrière ces collections, pour emmener peut-être les clients qui partent prochainement aux Maldives, visiter leurs chambres, etc. Il y aura de multiples utilisations. J'accompagne en fait aujourd'hui la mairie de Neuilly, avec le maire qui s'appelle Jean-Christophe Fromentin, qui est un homme que j'apprécie évidemment beaucoup pour tout ce qu'il fait pour la ville, mais en dehors de ça, qui a une vraie vision de ce qu'on appelle la physicalité, le physique avec le digital. Et il y a un projet, les Folies de Neuilly, sans faire de pub, qui en ce moment s'offre à des marques, et pas simplement celles du luxe, et qui va offrir des petits espaces, c'est pour ça qu'on les appelle les Folies, dans la lignée des folies architecturales qui nous viennent d'un autre temps, et qui va offrir à ces marques un tout petit espace qui sera autant des espaces d'animation, d'exposition, de convivialité. Donc je sais d'ailleurs que potentiellement... Mais qui sera dans le métaverse Non, justement, ça sera en fait, si vous connaissez cet axe majeur qui traverse la ville de Neuilly, vous avez Porte-Maillot qui est en pleine réfection et toute cette avenue qui est très empruntée et qui est en train d'être végétalisée. Et vous allez avoir de part et d'autre de cette avenue très passante une vingtaine en fait de folies, d'espaces d'à peu près de
30 à 40 mètres carrés, qui sont signés par deux grands architectes, Édouard François et Emmanuel Gautran, et qui vont offrir un espace, justement, qui probablement à terme feront le bridge entre un petit espace physique et un espace digital, quel qu'il soit. Que ça soit le métaverse, il faudra attendre un petit peu pour que ça soit fluide et agréable, ou de présenter, vous parliez des NFT, je vais revenir sur les NFT, parce que ce n'est pas que des objets totalement inutiles. Aujourd'hui, ils le sont probablement, mais demain, justement, dans le métaverse, quand vous allez acheter une très jolie veste ou un très joli manteau, etc., vous serez très content, comme pour les DVD à l'époque. Vous savez, vous aviez un code pour aller le voir sur Internet. De la même façon, vous aurez, quand vous achetez, vous aurez votre pendant de NFT que vous allez pouvoir utiliser quand vous allez vous balader dans le métaverse. Une petite utilisation. Et de la même façon, pour les NFT, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas que des NFT et des objets inutiles dans le monde digital, mais c'est également, ça vous donne le droit à des... Alors, pas des privilèges, c'est pas le bon mot, mais à peut-être avoir un accès privilégié à des éditions limitées, à des événements très physiques, etc. Donc, quand vous achetez un NFT, c'est pas simplement, effectivement, un petit truc pixelisé, mais c'est davantage. Mais tout le monde regarde. On doit se féliciter qu'il y a des groupes qui ont les moyens d'y aller et de regarder s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Il ne faut pas leur tomber dessus tout de suite. Peut-être, à terme, quand ce sera la foire à l'empoigne et qu'il y aura eu des abus, et il y aura sûrement des abus, comme vous le savez. Mais comme à chaque fois qu'il y a une innovation. Ce qui est un peu normal. Ensuite, voilà, En tout cas, on se focalise beaucoup, nous, sur évidemment nos géants français et champions français, dont on se félicite évidemment de les avoir. Mais qu'est-ce que vous remarquez, vous, qui avez une vision très mondiale de ce secteur, sur les champions de demain? Est-ce que vous voyez des figures qui émergent, des petits challengers ailleurs qu'on n'aurait pas encore bien identifiés chez nous? Ou est-ce que finalement, ils sont indétrônables? Alors, d'abord, ils ne sont pas indétrônables. L'histoire nous l'a montré. Mais c'est vrai qu'on a de la chance, donc on les appelle d'ailleurs, on a nos GAFAM, les calls, tout à fait. Qui représentent d'ailleurs un tiers du marché mondial du luxe. C'est dans le livre. Et en fait, il y aura toujours des challengers, et c'est très bien qu'il y ait des challengers. Vous avez des marques comme Allbird, qui sont simplement sur le recyclage, qui donnent en plus des nouvelles pratiques. Veja. Alors, je sais pas, c'est pas une marque de luxe. C'est pas une marque de luxe. C'est pas une marque de luxe. Parce que je connais bien sa présidente et elle me reprendrait si je lui dis que c'est une marque de luxe. Non, c'est pas une marque de luxe, c'est bien davantage. C'est des produits effectivement de très grande qualité qui ont une vertu sur toute la ligne. C'est-à-dire que je ne le savais pas d'ailleurs. Le principal enjeu de Veja, c'est pas de vendre des produits, c'est de sourcer les matières pour que on puisse avoir des produits Veja qui, sur toute la ligne, et pas simplement sur le sourcing, mais sur la dimension sociale, donc comment les gens travaillent et sont payés et sont protégés. Et ça, je trouve, même si c'est pas une marque de luxe, ça donne la voix et la tonalité à des pratiques. Donc si, en challenger, quel qu'il soit, parce que c'est challengers qui peuvent aussi repenser la façon dont on consomme. Ça s'appelle des challengers qui nous donnent, comme Café Joyeux, excusez-moi, nous donnent une mission bien plus forte que celle qu'on peut imaginer. Vous savez, on dit, et en tout cas je le dis dans mon premier ouvrage, que je n'ai pas lu, hein, désolé, moi je me suis contentée de celui-là. Je voulais amener Aurélie, il en restait un. Dans le premier ouvrage, je faisais la part belle aux économies, aux systèmes, aux écosystèmes de marques. Et dans l'écosystème des marques, quelque chose qui est très important, c'était quoi d'ailleurs ? J'ai perdu mon fil. C'est ma faute, c'est moi qui vous ai coupé. Non, du tout. Oui, dans les pratiques des challengers, ça vous donne, si vous voulez, de nouveaux standards également. C'est-à-dire que la barre par les challengers, pour revenir sur votre question, pousse les pratiques. Et donc, j'avais dû en parler dans mon premier ouvrage, mais je vais le relire avec vous. Parfait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin, Yves Anania. Je rappelle que vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Lighthouse et auteur donc du Luxe Contre-Attaque. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.